Spielberg donc. Spielberg, ouais, allez. Attends, là c'est noble. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui ouvre grand cette semaine la boîte à fantasmes, car pouvait-on rêver d'une association plus alléchante que celle qui nous a donné Le Pont des Espions, nouveau film de Steven Spielberg avec un coup de main au scénario par les frères Cohen, s'il vous plaît, l'occasion pour nous de parler de tout ce beau monde, notamment du premier dont la carrière vaut encore et toujours le détour. Pour parler de tout ça, trois chevaux de guerre, Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. Et David Honora, salut David. Salut. Allez, c'est Nos Ciné, épisode 31 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Spielberg retrouve le grand Tom Hanks pour ce Pont des Espions qui nous raconte l'histoire de l'avocat James Donovan embarqué en pleine guerre froide dans une mission périlleuse, d'abord assurer la défense d'un espion russe, puis négocier la récupération d'un pilote de chasse américain échoué en Union soviétique s'enfilait dans un Berlin-Est où la situation prête moyennement à la gaudriole. The next mistake our countries make could be the last one. Nos trois amis autour de la table ont vu ce Pont des Espions, mais qu'en ont-ils pensé? David. Ce que j'en ai pensé, c'est que tout simplement, Spielberg, c'est le patron, quoi. C'est extrêmement bien fait. La mise en scène, sans jamais trop en faire, est parfaite, accompagne très bien le sujet. Je trouve que Tom Hanks a cette sorte d'humanité universelle qui convient parfaitement au sujet. Pour recentrer un peu d'ailleurs le film qui s'appelle Le Pont des Espions, ça se passe assez peu sur un pont, à part à la fin. Contrairement à ce que la bande-annonce pourrait laisser croire. Et ce n'est pas vraiment un film d'espionnage, même assez peu. C'est plus un film de négociation. Et de négociation au-delà de l'aspect politique, de comment un homme se positionne vis-à-vis de ses valeurs et jusqu'à quand il peut rester droit dans ses bottes pour justement s'en sortir dans une négociation. Et voilà, donc c'est très bien mené, c'est plein d'humour. On peut supposer que c'est une partie de l'apport des frères Cohen, d'avoir un petit côté, enfin d'avoir ajouté quelque chose d'un peu caustique dans un sujet qui au fond est très sérieux. C'était pourtant déjà quelque chose qu'on voyait aussi dans Lincoln, c'est-à-dire avoir un sujet assez complexe, traité de manière vraiment brillante parce que voilà, on se pose jamais de questions, tout est limpide et avec une certaine fantaisie et une efficacité pour avancer sur le sujet. Et ça donne à voir pas mal de choses que, par exemple, moi j'avais jamais vu au cinéma. On voit, il y a un plan sur la construction du mur de Berlin que voilà, j'avais jamais vu ça au cinéma et en un plan. Spielberg raconte beaucoup de choses et c'est il est toujours au top et c'est un film qui ouvre pas mal de réflexions aussi sur il y a évidemment des résonances contemporaines sur comment les individus peuvent se situer par rapport à l'État. Quelle est la voie de la justice et Spielberg excelle là-dedans. Arnaud. Ouais, Spielberg, le patron, c'est Tom Hanks qui l'appelle comme ça d'ailleurs, The Boss. Effectivement, c'est un très grand film. Moi, ce que je trouve, Spielberg, il est jamais aussi bon, en tout cas, surtout depuis une quinzaine d'années, que lorsqu'il s'agit de montrer deux camps qui s'opposent. Je trouve que le film renvoie beaucoup à Munich là-dessus. C'est quand même deux films assez similaires justement dans ces deux blocs comme ça qui se livrent une guerre, le côté parano, tout ça et tout. Mais sauf que Le Pont des Espions est traité de manière beaucoup plus fun, beaucoup plus. Alors effectivement, comme dit David, il y a peut-être l'apport des Cohen, mais il est très capable de faire ça lui-même. On avait vu Arrête-moi si tu peux. Donc c'est cette vision de l'histoire qui est très complexe, mais en même temps pleine de rebondissements et très fun. C'est brillamment exécuté. Il y a une manière justement de montrer ces deux camps en présence. Le traitement, alors parce qu'on n'a pas parlé trop de l'histoire, mais en gros, Tom Hanks doit défendre un espion russe.
Et cet espion russe qui nous est montré dans la première scène et qui est brillamment interprété par Mark Rylance et qui est peut-être le personnage le plus cohénesque du film, je pense, quoi. Cet espion, il nous le montre. D'entrée, on sait qu'il est coupable, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un espion, quoi, qu'il est là pour espionner. Mais la manière dont Spielberg va nous montrer la dignité de cet homme-là, parce qu'effectivement, c'est un film sur... c'est dit à plusieurs reprises, qu'est-ce que c'est qu'un homme debout ? Et je ne vais pas spoiler, mais le plan final est magnifique d'ailleurs là-dessus, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un homme debout qui se bat pour préserver une certaine idée de la mission qu'il a exécutée ? Donc ce personnage d'espion russe, on ne doute pas de sa culpabilité. Et pourtant, moi je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais pendant tout le film, j'avais comme un sentiment de... Est-ce qu'il est coupable ou innocent ? Alors qu'on ne le doute pas, on voit le microfilm dès le début, c'est véritablement un espion. Et je pense qu'il y a une manière, visuellement, Spielberg, pendant tout le film, arrive à poser ce personnage de manière très subtile et il le présente au public américain. Je pense qu'il y a une vraie réflexion là-dessus, et donc au public mondial, hein, puisque le monde entier vit avec le cinéma américain. Et il l'intègre dans une imagerie. Par exemple, le premier plan, c'est un plan d'un autoportrait de Norman Rockwell. Moi j'ai pensé à ça tout de suite, ça m'a frappé, où, vous savez, où on voit Norman Rockwell qui peint son autoportrait en se regardant dans le miroir comme ça. Et c'est ça, en plus le personnage de Mark Rylance ressemble pas mal à Norman Rockwell. Et donc Norman Rockwell, c'est l'Americana par excellence. L'Americana, c'est quelque chose que Spielberg travaille au corps depuis des décennies, dans la droite lignée d'un John Ford, par exemple. Et cette manière donc d'utiliser une imagerie rattachée à l'Americana pour présenter un personnage qui est un personnage double, qui est présenté dans un reflet de miroir d'ailleurs, qui est un personnage d'espion, je pense que c'est une manière très intelligente de le rendre familier et digne auprès du public américain et donc, comme je disais, auprès du public international. Il y a, pendant tout le film, comme ça, il y a un dialogue entre les deux personnages, entre Tom Hanks et cet espion. Il y a une mise à égalité dans l'indignité qui est superbe, quoi, dans leur dialogue, le ping-pong. Je pense à un plan notamment où Spielberg, il aime beaucoup faire ce genre de cadre où on les voit, l'autre est interviewé, interrogé, pardon, et on les voit tous les deux à travers une fenêtre en 3 parties, avec un vide au milieu, donc, et dans la fenêtre de gauche et la fenêtre de droite, il y a Tom Hanks et l'espion russe, et Mark Rylance. Et donc on a cette égalité totale et que Spielberg appuie continuellement pendant le film jusqu'au final, quoi. Bon, alors je ne peux pas parler de la scène finale, la scène du pont, justement, mais voilà, il y a une manière très fine de montrer les forces en présence tout en montrant leur dignité intrinsèque et le fait que ce sont des hommes qui essaient de ne pas perdre leur âme tout en faisant leur job. Non, mais je vais complètement rebondir sur ce que dit Arnaud. C'est exactement ça. Mais j'irai juste en disant la next step de ça, qui est montrer des forces en présence. Le film est une main tendue. C'est l'histoire d'un échange. Ça ne va pas plus loin que ça, avec tout ce que ça implique. Je pense que c'est un faux film compliqué, qu'on voit une première fois et on se dit c'est complexe, il y a des enjeux en présence, il y a beaucoup de dialogue, il y a de la négociation. Moi, j'ai eu la chance de voir le film 2 fois. À la 2e fois, on n'a plus du tout de ce sentiment. On a au contraire le sentiment d'un film d'une clarté, d'une simplicité en réalité dans son dénouement du point A au point B, dont il ne démord pas. C'est pour ça aussi que cette simplicité n'est pas cohénienne. Moi, je pense que les Cohen, même s'ils ont énormément bossé sur le script et ont apporté cette touche d'absurdité, en particulier le plan final très ironique, très très cohénien, mais hormis et des dialogues un petit peu marrants, mais hormis ça, c'est vraiment Spielbergien. Tom Hanks, c'est un idéal, c'est le All-American Hero, c'est l'incarnation physique de la Constitution américaine. C'est du Capra, ce qu'a fait Spielberg avec ce film. C'est je te mets un idéal d'être digne, porté par les valeurs de la Constitution, porté par ce que devrait être l'Amérique, qui devrait donc être dans une logique de justice et de main tendue, et à laquelle il renvoie toute son hypocrisie et toute l'absurdité de nombreuses de ces démarches. Je rebondis sur le plan qu'évoque Arnaud au début, qui est effectivement très visible. D'ailleurs, c'est ça qui me fait marrer, c'est que les choses sont très claires, elles sont lacaniennes dans le pont des Aspures. Il n'y a pas de métaphores complexes, de symboliques compliquées. Tout est dit littéralement. Il y a cet idéal humaniste de Spielberg qu'il a toujours eu. C'est un cinéaste de la main tendue.
c'est un cinéaste de l'échange, c'est un cinéaste de la communication. C'est quelqu'un qui dit toujours, et qui met très souvent en scène des gens intelligents. Il ne met jamais en scène des bourrins. Il ne met jamais en scène, comme les frères Cohen, des fois des gens apparemment un peu stupides ou un peu bas du front, quand bien même il les aime. Chez Spielberg, ce sont des gens intelligents qui dépassent les clivages faciles, qui dépassent les conflits idiots pour dire, écoutez, prenons un angle, une perspective différente et on peut s'entendre en parlant. Tout le film, c'est ça. Ce plan où on voit ce personnage, effectivement, et je trouve que c'est très juste ce que tu dis par rapport à Norman Rockwell Americana, qui est une façon de dire, je place en russe et je le renvoie à quelque chose d'américain. Il y a un autre moment qui est très limpide dans le film, où on voit le tribunal américain se lever, le plan cut, on voit des enfants dans une école se lever et chanter l'hymne américain, 2 secondes après on voit la bombe atomique. Tout est dit là-dedans. C'est mon Amérique et ce que je vous renvoie. Donc effectivement, ce sont des films universels par rapport à la dignité, par rapport à un idéal humaniste. Après, ce sont des films, toujours, chez Spielberg, qui ne sont pas, attention, qui ne sont pas subversifs ou ironiques, mais qui sont avec toute l'honnêteté, je pense, et la bonté, entre guillemets, si c'est un peu cuculaprine de le dire, mais la bonté du bonhomme, qui est de nous renvoyer aussi nos réalités. C'est simplement de dire, voilà, vous prétendez ça, mais on devrait en fait agir de cette manière. Tom Hanks n'est pas un personnage qui évolue dans le film. Ce n'est pas un personnage, et là je me permets juste ce bémol par rapport à ce que tu dis Arnaud, ce n'est pas un personnage où on va tester la limite de est-ce qu'il restera droit dans ses bottes ou pas. Il l'est d'entrée, dès le départ, il ne démord pas jusqu'à la fin. C'est un homme debout. C'est un homme debout. Voilà, mais c'est un homme debout. Il n'y a pas de question là-dessus. Il est le seul à se débattre dans un univers de mensonges, d'hypocrisie, qui, accessoirement, il utilise le cadre visuellement, des mécaniques du film d'espionnage, mais David avait totalement raison, ce n'est absolument pas un film d'espionnage. Quand tu regardes le film une deuxième fois, les atermoiements des personnages sur faut-il libérer un tel ou pas, toutes ces discussions qu'il y a sont en réalité extrêmement simples. Il y a très peu d'enjeux. C'est un film qui, même cinématographiquement, est complètement à contre-courant dans ce que fait aujourd'hui. C'est de l'anti-spectaculaire au possible. On ne cherche absolument pas à malmener le spectateur ou lui faire un jeu de piste. On lui demande de suivre un personnage humain et c'est un appel à nous tous, c'est d'agir en accord avec ses convictions. Et c'est un personnage qui agit totalement en accord avec ses convictions et c'est ça qui rend ce film extrêmement beau. Alors combien même on le prendrait pour un film d'espionnage, moi c'est la première fois de ma vie que j'ai envie de pleurer à la fin d'un film d'espionnage, si tant est que ça devait en être un. Mais tout est porté, le final est exceptionnellement émouvant par rapport à ça, par rapport à des valeurs auxquelles on croit tous mais qu'on n'applique plus dans nos vies. David, pour finir. On découvre à la fin aussi que ça peut aussi être un peu un film d'amour et en tout cas de la question du rapport à sa famille, parce qu'en fait le fait que le personnage reste debout, ça a des implications fortes pour lui. C'est un film qui n'est pas du tout retors là-dessus. Je pensais, dans la manière dont le personnage de Tom Hanks s'implique dans le film, ça me faisait un peu penser aux Incorruptibles de Palma, et en fait l'engagement de ces idéaux ont en général de fortes implications sur la famille et à cause de ce que fait Tom Hanks au début du film, sa famille est menacée vraiment. Et au-delà de ça, il a en face de lui sa femme qui est jouée par Amy Ryan, qu'on voit pas assez souvent, je trouve. C'est une très belle actrice qui... On l'a vu dans The Office, elle jouait la copine de Steve Carell dans les dernières saisons. Et elle propose, et c'est vrai que, contrairement à De Palma, en fait, chez Spielberg, il y a assez peu de côté retors et de second degré. Là, on est dans le pur humanisme. Et il y a en fait en face de cet engagement un soutien qui est sans équivoque de la famille. Et c'est au final quelque chose qui est vraiment très beau, quoi. Extrêmement sincère. Deux petits trucs très rapides. Faut pas oublier ce dialogue qui est répété à cinq reprises dans le film et qui dit tout. C'est Tom Hanks qui regarde cet espion qui traverse toutes ces histoires-là et qui lui dit « Mais vous n'avez pas peur ?» Et l'autre, il répond « Est-ce que ça aiderait ?» Mais c'est vraiment adressé au spectateur. Il y a une pureté du sentiment extrêmement premier degré, mais extrêmement touchant dans ce film, et qui en plus, pour moi, et je finis là-dessus parce que c'est une question d'histoire, là je spoile rien, mais dans les crédits finaux du film, on te raconte l'histoire de ce bonhomme que tu as suivi, que personne ne connaît. C'est un truc de malade. Ce type a tellement bien réussi cette négociation qu'à Cuba,
on lui a demandé d'aller négocier la libération de 1000 prisonniers américains, on a libéré 9000. Moi j'étais là, mais ce mec est ouf. Et ben c'est ça, c'est cette espèce de héros anonyme et qui est dans la tradition Spielbergienne complètement et qui sous-tend dans ce film-là. Arnaud, pour finir. Ouais, un dernier truc, moi, il y a un truc qui me paraît important, c'est évidemment le rapport à l'histoire de Spielberg, qui a toujours été important hein, depuis ses premiers courts-métrages. Et évidemment, il utilise la plupart du temps, surtout dans tous ses derniers films de cette dernière décennie, il utilise l'histoire passée pour nous parler du monde présent. Je pense que c'est les interrogatoires des espions, on pense obligatoirement à Guantanamo. Je pense qu'il y a un moment, c'est assez étonnant, quand l'avion espion qui doit aller faire sa mission part de la base de Peshawar, qui est au Pakistan, qui est le centre névralgique de la guerre contre le terrorisme. Toutes ces choses-là, je pense que ça nous parle justement de quelles limites on franchit, jusqu'où on va pour affirmer notre civilisation sans la renier, quoi. Et c'est un truc qu'il avait fait déjà sur Munich, hein, le plan final sur les tours du World Trade Center. Moi je trouve il y a quand même dans les 10 dernières années il y a un côté très couillu chez Spielberg. Hein. Il fait des choses dans ces commentaires-là que personne n'ose faire. Et un tout dernier petit truc, ce qui est bien, je trouve, c'est que c'est un film qui montre que l'histoire que l'on traverse nous détermine. Et je veux dire, il y a un plan, je terminerai là-dessus, il y a un plan qui résume ça, un plan en miroir qui est magnifique, où on voit le train passe au-dessus du mur de Berlin, et on voit des gens de l'Est qui essaient de passer, qui se font flinguer par les militaires sur les miradors. Et plus loin dans le film, Spielberg prend le métro, un métro aérien, Tom Hanks prend un métro aérien et il voit des gamins dans une cour qui enjambent un mur. Non, mais ça, c'est le plan justement ironique cohénien final. Ouais, mais moi, c'était pas le plan final, c'est pas ça, hein, c'est quand il rentre dans sa chambre. Attention. Mais bon, bref. Attention. Ça, c'est un peu avant la fin, mais c'est pas un spoiler. C'est juste. Je l'ai revu. C'est juste ce plan, ça permet de montrer que oui, l'histoire accompagne les gens une fois qu'ils l'ont traversé, quoi. Ça ne s'évanouit pas dans le. Ouais. Et puis pour rebondir pareil sur ce que dit Arnaud, c'est le tout petit. Non, mais c'est tout le petit truc. C'est l'histoire est super importante, mais il y a cette notion très basique d'espoir. Ce qui est hallucinant, c'est que on est dans un récit qui n'est pas si parano et si stressant que ça, et le personnage est plutôt cocasse et il se retrouve dans plein de situations cocasses, et on te montre. Berlin-Est, c'est filmé comme Le Soldat Ryan et les mix, c'est-à-dire avec une lumière incroyable, mais c'est très monochrome, c'est très très dark. Et le contraste entre ce personnage lumineux et cet environnement-là traduit tout ce que cherche à faire Spielberg depuis très longtemps. Le Pont des Espions, on l'a dit, c'est en ce moment au cinéma et on continue. Nazis. I hate these guys. Sacré Spielberg, il aura beau tenter de nous faire peur avec des trucs aussi ratés qu'Indiana Jones 4, il demeurera pour toujours dans nos cœurs de cinéphiles débutants avec au compteur des choses aussi incroyablement réussies que Duel, Rencontre du troisième type, Les Dents de la Mer, La Guerre des Mondes plus récemment ou évidemment E.T. Rien que la musique, j'ai un peu envie de chialer. La longue filmographie de Spielberg, quel regard on porte dessus autour de cette table, et surtout, on va peut-être se concentrer sur la dernière partie de cette filmo, celle qui donc précède ce Pont des Espions dont on vient de parler. Arnaud. Je vais vous demander à tous d'être super bref, hein, parce qu'on a fait 20 minutes sur le Pont des Espions. Ouais, pour évoquer toute la carrière de Spielberg, non, pas toute la carrière, la fin de carrière. Oh, c'est bon. T'es jamais bref, de toute façon. Il y a on va dire depuis le début des années 2000, il y a, moi je trouve, 2 périodes chez Spielberg qui se sont enchaînées, quoi. Qui se sont enchaînées et même qui se sont mélangées. Il y a une tonalité très funèbre, avec des films comme La Guerre des Mondes ou Munich, qui sont des films quasiment oppressants, irrespirables, quoi. C'est des films très durs, quoi. Et un côté plus lumineux où on sent qu'il y a un retour vers un cinéma de l'enfance, pas forcément en termes de personnages, mais en termes de feeling, d'émerveillement. Je pense à Tintin, je pense à son prochain projet, Le Bon Gros Géant, d'après Roald Dahl, tout ça. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui arrive maintenant à un certain âge, qui est toujours au sommet, quoi, contrairement à d'autres collègues de sa génération, et qui arrive à jouer encore sur 2 registres, quoi, qui sont en gros les 2 registres qui ont fait sa réputation, hein. C'est on va dire le spectre de son talent qui va de l'entertainment pur jusqu'au grand sujet traité, j'en parlais tout à l'heure, à la manière d'un John Ford, quoi, avec un cinéma très iconique, quoi. Yannick. Ouais, et puis je suis d'accord en sachant aussi qu'effectivement les deux se chevauchent, c'est-à-dire que même dans ces gros blockbusters d'entertainment, maintenant ça n'a plus
ça n'a plus la légèreté d'avant. Il y a toujours une mise en perspective. Il y a toujours, que ce soit Munich, que ce soit même Minority Report, que ce soit La Guerre des Mondes, on en a beaucoup parlé, les références visuelles à la Seconde Guerre mondiale, que ce soit Cheval de guerre, Lincoln, enfin, il est quand même dans l'idée de revisiter, pas revisiter l'histoire, mais l'idée de la prendre en compte effectivement dans ce qu'elle nous détermine en termes d'identité, et ça c'est hyper important. Là, moi j'y vois un truc tout con, hein, peut-être je me gourre, hein, mais j'y vois un mec qui a vieilli, et qui s'est vachement assagi et qui a cerné les choses qui étaient importantes pour lui. Ce type-là, Spielberg, c'est probablement le seul mec aujourd'hui dans toute l'industrie du cinéma à pouvoir faire littéralement ce qu'il veut. Et ce qu'il fait traduit ça, c'est-à-dire qu'on pouvait être dans le fun, on pouvait être dans la légèreté, on pouvait être dans la critique de certains trucs. Moi, j'y vois vraiment de plus en plus des mains tendues. Faire ce qu'il veut, c'est pas forcément non, le cas. Peut-être, d'accord, mais il a Robopocalypse, là, son gros projet de science-fiction, il a pas pu le faire, il s'en plaint, il dit qu'à Hollywood, c'est de plus en plus dur. Oui, c'est peut-être plus dur aussi pour lui, non, mais peut-être là-dessus, je me trompe. En tout cas, ce qu'il fait, ce qu'il a pas pu faire, c'est dommage, mais ce qu'il fait traduit cette notion d'échange que moi, je vois de plus en plus. C'est quand même, ça ne cède à aucune facilité, à aucun dôme actuel, à aucun racolage. Le type est intègre vis-à-vis des valeurs qu'il veut véhiculer, et ces valeurs sont très humanistes et que d'aucuns ont très longtemps considéré extrêmement naïves, et c'est ce qui lui a valu beaucoup de critiques, de genre c'est infantile, c'est tout ce qu'on veut, et pourtant c'est des valeurs auxquelles on aspire tous, hein. Alors on peut dire que c'est cucul la praline, mais au final cette notion d'espoir, cette notion de main tendue, cette notion n'oublions pas le passé avant de continuer à faire des conneries, il y a toujours une lumière dans les ténèbres, tout ça je le vois dans tous ces films-là, de manière plus ou moins complexe, plus ou moins subtile, plus ou moins travaillée. Le dernier est très lumineux finalement, malgré un univers extrêmement dark. Munich est beaucoup plus complexe que ça, et donc c'est quelqu'un qui travaille sa propre histoire à travers son cinéma. C'est quelqu'un qui a été marqué par énormément de choses, on le sait, on le connaît, on connaît ses implications dans d'autres domaines que le cinéma. C'est quelque chose qui l'a marqué, c'est quelque chose qui avec le temps devient important pour lui. Il y a une notion de transmission aussi à travers ce qu'il sait faire. Il n'est pas là en professeur péremptoire, il est là en entertainer, c'est ce que je sais faire, mais je vais faire un entertainment qui soutient ces valeurs-là, et voilà, je trouve ça ultra respectable. David. Oui, effectivement. Enfin, je suis assez d'accord avec ce que disait Arnaud sur l'évolution récente de sa carrière. Moi, dans le début de sa carrière, je voyais deux grandes tendances. Un cinéma plutôt tourné vers l'enfance et le merveilleux, et donc beaucoup la science-fiction, et d'autre part un cinéma entre guillemets plus adulte, plus sérieux, et en fait assez peu de films entre les deux pendant longtemps. Et ce qui me plaît pas mal dans sa récente carrière, c'est qu'il commence à y avoir des films un peu plus hybrides, et donc des films adultes comme celui-ci avec de la fantasy, et sans être vraiment tourné vers le merveilleux, quelque chose qui est de l'ordre du rêve spielbergien et de cet idéal d'humanité que je trouve assez intéressant, notamment dans Tintin. Il y avait quelque chose d'exceptionnel à ce niveau-là, aussi dans la manière de repenser le cinéma et de tirer le meilleur des évolutions technologiques pour faire ce que je considère comme vraiment un grand film et une vraie avancée dans l'imaginaire, en fait, dans ce qu'on peut imaginer de faire avec le cinéma. Et voilà, il y a juste un truc dont on n'a pas trop parlé. Il y a un absent dans Le Pont des Espions qui a été son grand compagnon d'aventure, c'est John Williams. Et alors, pour le coup, je trouve que ça se sent un petit peu. Il a remplacé la BO par Thomas Newman. Et ça fait un peu vide, en fait, un film de Spielberg sans John Williams. La musique est présente, mais il n'y a pas ce renfort émotionnel. Tu disais tout à l'heure, rien qu'écouter 3 notes de E.T., c'est bouleversant. Et je pense que clairement, dans la filmographie de Spielberg, John Williams, c'est un personnage extrêmement important. Mais en même temps, juste pour rebondir là-dessus, il y a quand même un truc, Spielberg, c'est génie de la mise en scène. On n'en a pas parlé beaucoup, mais elle est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air dans ce film, la mise en scène. Et juste par rapport à la musique, faut se mater les 20 premières minutes du film où il n'y a pas une note de musique, où il y a un boulot sur le son qui est juste monumental. Et c'est à chaque fois, il y a toujours au moins une séquence où c'est une leçon donnée à tout le monde, quoi.
tous les films de Spielberg et ceux des frères Cohen, aussi tant qu'à faire, on n'a pas parlé beaucoup d'eux, mais ils sont un peu dans l'histoire. On les retrouve très aisément en DVD, en Blu-ray, en VOD, en VHS, chez votre maman aussi sans doute, en tout cas chez la mienne, c'est assez clair. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, vous allez avoir 5 secondes chacun pour nous convaincre, on va essayer de rester dans le thème Spielberg, Tom Hanks, tout ça, Yannick. Oh putain, alors, super, voilà, c'est alors fini. voilà, Allez, c'est bon. merci, au revoir. Non, je pense que pour comprendre ce film, Ouais. ceux qui n'ont jamais vu, bon c'est des classiques, hein, mais ceux qui n'ont jamais vu les Capra, je pense que c'est utile pour comprendre la démarche et des frères Cohen et de Spielberg. Les frères Cohen sont énormément inspirés par Capra, qu'ils détournent. Spielberg s'inspire énormément de Capra, qu'il ne détourne pas. Donc les films de Capra sont importants. Et j'ai envie de dire, par rapport aux films d'espionnage, je dis toujours, hein, parce que c'est pour moi le plus grand film d'espionnage de la planète, mais c'est L'affaire Cicéron de Mankiewicz. Donc vous n'avez jamais vu L'affaire Cicéron, il faut courir le voir. Voilà. David. Moi, je vais revenir sur la collaboration Tom Hanks-Spielberg. C'est marrant, en voyant le film, je me disais, mais ils ont déjà bossé ensemble, je me rappelais plus. Et en fait, pourquoi ? Parce que le Tom Hanks qui joue dans Le Pont des Espions, pour moi, n'a rien à voir avec le Tom Hanks, par exemple, du Soldat Ryan. Et en fait, à chaque fois qu'il a bossé avec Spielberg, alors que... Pour le coup, c'est un acteur qui bouge pas forcément énormément d'un film à l'autre. Je trouve que c'est vraiment réinventé. Et du coup, je voudrais parler du Terminal, qui avait pas forcément eu un accueil incroyable à sa sortie. Et moi, je trouve que c'est vraiment un très beau film qui pose, qui à l'époque où c'est sorti, posait déjà énormément de questions. Qui se pose toujours. Qui se pose toujours fois 1000. C'est un film qui est drôle, qui est tendre, qui est très très beau et que je conseille de revoir ou de voir si on l'a jamais Avec vu. une magnifique musique de John Williams. Pour le coup. Très jazzy. Hein. Moi, je vais faire très rapide, ça date un petit peu, mais je vais recommander pour ceux qui ne se le sont pas procurés, qui se le procurent séance tenante, le numéro anniversaire du magazine anglais Empire, magazine de cinéma bien connu, qui date donc de 2009, qui était un numéro spécial pour fêter les 20 ans du magazine. Ils avaient invité comme rédacteur en chef Steven Spielberg. Alors voilà, tous les fans de Steven Spielberg, je vous le recommande, c'est une mine d'infos. Il a fait plein de trucs, il a émis des idées, par exemple, il a contacté Jack Nicholson pour qu'il vienne parler de Shining et de son amitié avec Kubrick. Il a demandé à Clint Eastwood de parler de Sergio Leone et de Don Siegel. Donc tout ça, ça donne des papiers passionnants. Il a envoyé un fax à plein de gens comme ça va de Pedro Almodovar à Hayao Miyazaki, en passant par plein d'autres, des metteurs en scène à qui il leur soumet un questionnaire avec toujours les mêmes questions. Ils répondent tous. C'est assez étonnant de voir la réponse de chacun. Il y a évidemment un grand interview. Il y a de James Cameron qui évoque Avatar dedans aussi. Il y a un super portfolio aussi des grandes stars qui remettent en scène dans une séance photo leur plus gros succès. Enfin voilà, c'est un numéro magnifique. Spielberg, rédacteur en chef d'Empire Magazine, ça date d'avril 2009, je crois. Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Jules, à la technique et au Tank pour l'accueil prochain au ciné. C'est dans une semaine, d'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, on s'appelle Nos Ciné. À chaque fois, n'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Spectre, sur Crazy Amy, sur Seul sur Mars, sur The Walk, sur les Muppets, sur Crimson Peak et sur Mad Max, faut-il encore le préciser. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Marvin Gaye et à la Funky Family. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!